Donc, au niveau de la présentation, on s'était dit avec Mathieu qu'on allait faire à peu près une demi-heure de présentation et puis ensuite, on pourra répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions. On essayera d'y répondre peut-être au fur et à mesure de la présentation. Voilà, donc du coup, on va vous présenter donc, notre ouvrage Jouer en classe de cycle 1. Je vais laisser Mathieu se présenter. Donc moi, je m'appelle Mathieu Quesnay, je suis à l'heure actuelle enseignant à la Madeleine, donc à côté de Lille, en classe de CP à temps complet. À côté de ça, je suis auteur pour Magnard, donc des 3 guides jouent en classe de cycle 1, cycle 2, cycle 3, et donc pour le jouer en cycle 1 en coécriture avec Manon. Et puis à côté de ça, j'ai aussi créé des jeux pour Éducaland d'Espace Orthophonie, des petites enquêtes, mes petits génies chez d'autres éditeurs. Et puis vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Monsieur Mathieu. Et donc moi, c'est Manon Descargues, donc sous le pseudo Maîtresse Noname sur les réseaux sociaux. Donc j'ai également donc coécrit l'ouvrage Jouer en classe de cycle 1 l'année dernière aux éditions Magnard avec Mathieu. Et du coup, je partage mon quotidien de professeur des écoles depuis 5 ans. Voilà. Donc j'ai également partagé donc des ressources sur le Padlet. L'année dernière, donc j'avais une classe de triple niveau. Cette année aussi, bon, un petit peu mise entre parenthèses avec le congé maternité cette année. Et j'utilise du coup la pédagogie par le jeu depuis 3 ans maintenant. Voilà, j'ai une classe de 27 élèves. Alors, au niveau du contenu de l'atelier, dans un premier temps, on vous fera une partie un petit peu plus théorique, comment apprendre en jouant. Et puis ensuite, on vous donnera vraiment des billes pour que ce soit beaucoup plus concret. Comment mettre tout ça en place au niveau de l'organisation spatiale de la classe, l'emploi du temps, etc. Et puis, on vous partagera également des fiches de jeu, également une progression annuelle clé en main. Donc, la pédagogie par le jeu, comme je le dis très souvent en réunion de parents, début d'année, à tous les enfants que j'accueille dans ma classe, c'est le travail de l'enfant. Si vous proposez à un enfant de jouer, il sera normalement toujours partant. Alors, il peut y avoir des biais cognitifs, etc., mais globalement, ils sont toujours partants. L'intérêt principal qui a été démontré par pas mal d'études, c'est sur la mémorisation. Donc là, vous avez un petit schéma, une petite infographie qui vous montre la courbe de l'oubli donc dans les apprentissages. On l'a tous vécu si vous êtes enseignant depuis même juste une année ou depuis des années. On apprend des choses aux enfants et au fur et à mesure que le temps passe, ils oublient ces notions, etc. Le jeu, il va permettre de réactiver comme ça la mémorisation parce que via la pédagogie par le jeu, les enfants, en fait, ils vont y associer une expérience positive, un moment vécu avec les autres, ils seront dans de l'apprentissage pair à pair. Ça va renforcer aussi les habiletés sociales. Quand je prends la parole là face à vous ou quand je prends la parole en train de jouer, je renforce mes capacités langagières. Ça développe les fonctions exécutives, notamment tout ce qui est planification, ça développe tout ce qui est mémorisation, intériorisation, stimulation de la créativité, de l'imaginaire. Et puis, ce qui est très important, on vous l'expliquera un peu plus en amont, enfin un peu plus plus loin, c'est que ça améliore effectivement aussi le langage via tous les temps de feedback s'ils sont bien menés. C'est-à-dire qu'à la fin des ateliers jeux ou de vos séances de jeu, c'est intéressant de revenir dessus sur qu'est-ce qui s'est passé, comment on a vécu cette séance de jeu. Donc ça, je vous renvoie vers, si vous êtes intéressé un petit peu au niveau théorique, par tout ce qu'a fait Julien Alvarez, qui est le directeur d'études d'un DU qui existe à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, là où j'habite, qui est justement apprendre par le jeu et qui rappelle tout ça, l'importance en fait de faire des feedbacks, de revenir. De ne pas être que dans l'expérience vécue in situ, mais de dire a posteriori, on va revenir dessus, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. C'est un peu faire ce qu'on appelle, nous, en langage péda, de la métacognition. Voilà. Donc c'est pour tous ces objectifs que la péda par le jeu elle a toute sa place à l'école et que voilà, il faut vous lancer ou continuer. Et donc voilà un petit exemple aussi de mémorisation. Donc ça c'est quelque chose que je projette moi chaque année. C'est le Con de Dale. Donc c'est issu de recherches américaines là-dessus sur le sujet. Grosso modo, quand on fait un cours magistral comme je vous le fais là, même avec un support audiovisuel, on sera sur la petite barre verte de la pyramide. Donc on sera sur 20% de la rétention de l'information après 24 heures. Quand vous mettez en pratique, donc par exemple des travaux de groupe ou de la ludopéda, au bout de 24 heures, on sera à 75%. Et quand en plus, vous mettez en place un système où les enfants vont s'expliquer les uns aux autres, parce que moi je fais beaucoup, alors moi j'ai des CP, mais je fais aussi de la co-intervention en MSGS. On commence là en période 3 à mettre en place des systèmes de maître du jeu. C'est les enfants qui expliquent à d'autres enfants les jeux. Quand on est dans enseigner, transmettre aux autres, donc l'apprentissage pair à pair, on sera dans 90% de l'information ou de l'apprentissage qui sera retenu au bout de 24 heures. Voilà. Donc, si vous avez besoin de petits supports comme ça, théoriques, pratiques, et puis basés sur des recherches, des études, si vous avez besoin, entre guillemets, de vous justifier auprès des parents ou auprès de vos collègues ou auprès de votre hiérarchie, n'hésitez pas à prendre appui sur notre ouvrage et puis
à la fin, vous retrouverez aussi toute une bibliographie, une webographie avec d'où est-ce que tout ça sort. Alors, les bénéfices du jeu, je les ai déjà évoqués là rapidement, hein, mais donc effectivement, c'est surtout toutes les fonctions exécutives, le langage, les habilités sociales, régulation du stress des émotions, ça c'est très important en maternelle, hein, et c'est vrai que c'est pas évident, notamment là avec des MS de début d'année. La mémoire, donc à court, moyen et long terme, mais c'est surtout le long terme qui nous intéresse là-dedans. Et puis ensuite, par la variété des jeux qui sont proposés, de susciter aussi la créativité, l'imagination. Voilà, moi souvent, quand j'interviens aussi dans des centres de formation, j'insiste sur le fait qu'il faut proposer autre chose que des jeux de lecture, de lettres ou de maths. Il faut aussi proposer des jeux qui vont stimuler la création, stimuler l'imagination. On en parle beaucoup dans le livre avec Manon, mais il faut proposer des jeux sensorimoteurs, des jeux de construction et même des jeux de créativité. Voilà. Donc, si vous voulez pouvoir bénéficier de tous ces bénéfices du jeu avec vos élèves, il faudra insister sur une multitude de jeux très différents les uns des autres. Et dans l'ouvrage, on vous présente au final une centaine de jeux comme ça complètement différents, tous édités et disponibles, y compris des jeux gratuits à télécharger sur des sites de collègues. Donc, n'hésitez pas à nous en parler. Puis, même chose, partagez ce que vous trouvez qui est bien. Alors maintenant, on va parler des différents types de jeux. Donc, il faut savoir il en existe trois. Trois types, donc comme vous pouvez le voir en vert, les jeux ludiques, les jeux éducatifs, ainsi que les jeux pédagogiques. Donc, les premiers types de jeux, en fait, ça va être la place du plaisir est la plus importante. Pour le coup, on va vraiment chercher à développer le vivre ensemble chez les enfants. Le contrôle de l'enseignant est vraiment minimal et en général, les enfants apprécient énormément ce type de jeu puisque la consigne s'induit d'elle-même. Et donc, l'enfant va pouvoir manipuler, inventer, élaborer des stratégies. Donc, on vous a mis quelques exemples comme les caplas, les coups bourreaux, les jeux Grims ou encore les jeux d'ambiance comme le Lynx ou le Double. Il va y avoir ensuite les jeux éducatifs. Donc là, ils ont à peu près la même apparence que les jeux ludiques. Ils sont colorés, le matériel est assez soigné et puis la mécanique du jeu est attrayante. Mais cette fois-ci, les enfants pensent jouer et se faire plaisir, mais en réalité, ils vont apprendre. Et donc là, pour le coup, l'enseignant va contrôler sans être trop présent. Donc, on vous a mis l'exemple du jeu du verger, gagne ton papa, gagne ta maman, ou encore le batawaf. Et ensuite, donc, il va y avoir les jeux pédagogiques. Et là, pour le coup, l'enseignant va être très présent. Le jeu va être donc vraiment tourné sur les apprentissages. En général, ils sont conçus par des orthophonistes ou même des enseignants. Les enfants ont un peu moins d'attrait pour ces jeux-là, donc il faut vraiment les utiliser avec parcimonie. Le matériel est un petit peu plus sobre et nous, de notre côté, on va pouvoir les proposer lors d'ateliers dirigés, des séances d'APC par exemple, ou des ateliers de remédiation, notamment pour juger le niveau de l'enfant. Donc là, on vous a mis comme exemple Tam Tam Alphabet ou le numéro Dingo. Et donc, parmi les jeux éducatifs, donc le deuxième type de jeu, en général, lorsqu'on propose des jeux éducatifs aux enfants, lorsqu'on veut qu'ils travaillent en autonomie, donc tout seul en individuel, il va vraiment falloir privilégier l'autocorrection. Donc, il y a deux types d'autocorrection, comme vous pouvez le voir, l'autocorrection visuelle et l'autocorrection en manipulation directe, où l'enfant va donc pouvoir vraiment vérifier sa réponse sans attendre la présence de l'adulte. Donc l'autocorrection visuelle, la solution est indiquée soit à l'arrière du jeu, par le biais de gommettes, d'images, de pictogrammes, comme par exemple sur les smart games. Et puis, il y a donc l'autocorrection en manipulation directe, où là, l'enfant va insérer, donc on pense notamment au Logic Case de chez ABBA, et donc l'enfant va pouvoir insérer, et donc la réponse va être pour le coup immédiate. Donc les différentes formes de jeu, alors c'est vrai que moi par exemple, j'ai eu comme commentaire il n'y a pas très longtemps sur une vidéo que j'utilisais par exemple beaucoup de jeux de cartes, et c'est vrai. Mais il faut varier au maximum les formes de jeu, notamment les jeux de dés qui fonctionnent très bien, les jeux de plateau. Alors ça, les jeux de plateau, c'est pour le coup des jeux. Alors pourquoi j'utilise plus souvent des jeux de cartes moi en cycle 2? Parce que les jeux de plateau, ils sont déjà un peu plus onéreux. Les jeux de dés, il y a la problématique du renversement des dés ou du bruit que ça peut faire, mais vous verrez dans le livre, on vous donne plein d'astuces justement pour limiter ça. Les jeux de construction, je les utilise beaucoup également. Alors ça peut être tout type de construction, hein. Donc dans les jeux de construction, essayer d'aller au-delà des caplas. Par exemple, il y a leurs petits frères qui s'appellent les Top Tech qui sont bien mieux. Les Geomag, ça peut être aussi les Buldy de chez Oxybull qui sont très très bien.
Et puis, grosse différence par rapport aux ouvrages que j'avais écrits précédemment en cycle 2, cycle 3, c'est qu'en cycle 1, il y a aussi beaucoup les jeux symboliques. Et donc, jeu symbolique, qui dit jeu symbolique dit une vraie organisation à prévoir. Donc, Manon, elle l'explique très, très bien dans le livre, puisque vous le savez peut-être, mais elle fait depuis pas mal d'années donc uniquement de la maternelle. Elle a fait même un cours triple de maternelle. Elle est aussi directrice d'école maternelle. Et donc, c'est très important cet aménagement des espaces des jeux symboliques, de varier les présentations, d'avoir beaucoup d'affichage, de ne pas hésiter aussi à renoncer à un coin jeu symbolique de temps en temps, à varier d'une année sur l'autre, à partager avec vos collègues. Donc, dans le livre, vous verrez, on vous présente différents types de jeux comme ça, avec toutes les formes de jeux possibles. Et il faut penser à les varier le plus possible et ne pas avoir peur, même avec des maternelles, de jouer à des jeux de dés ou des jeux de cartes. Alors, on montre aussi dans le livre pas mal d'astuces pour tenir les cartes. Je vous en donne une ou deux comme ça, des petits tips. Mais par exemple, avec des maternelles, ce qui fonctionne très bien, c'est des frites de piscine que vous allez couper en deux dans le sens de la longueur. Vous faites juste une fente et puis vous pouvez faire comme ça des porte-cartes qui sont très faciles, très ludiques et puis pour le coup, qui ne casseront jamais. Vous avez aussi des petits plateaux de bois rainurés qui existent, qui sont vendus dans le commerce. Et puis pour tout ce qui est jeux de dés, où là on revenait notamment sur la problématique des dés qui partent un peu partout, des simples, moi par exemple dans ma classe, j'ai des plateaux de cantine réformés sur lesquels j'ai collé de la feutrine autocollante. Et donc pour tout ce qui est jeux de dés, on joue comme ça sur des plateaux de feutrine, donc c'est des grands plateaux de cantine. Et puis ça évite que les dés tombent par terre, etc., ou qu'ils soient abîmés. Voilà, donc n'hésitez pas à varier toutes les formes de jeu. Alors, donc là, vous avez une photo du meuble de jeu de société qu'il y a dans ma classe. Donc, c'est un meuble chez Nathan. Et donc, il va y avoir, donc j'ai mis ces 3 affichages-là. Donc, il va y avoir la première colonne. Ça va être vraiment associé aux jeux individuels. Les enfants vont pouvoir donc se servir. Et donc, il y a un petit personnage, le chiffre 1 et puis le D1. Et donc, la couleur rouge. Donc, dans ces tiroirs-là, il y a seulement des jeux en individuel. Juste à côté, ça va être les jeux en duo. Donc avec toujours le numéro 2 en bleu avec la gommette bleue. Et puis ensuite, les jeux à 4 maximum. En général, ce sont des jeux de plateau. En fait, ce meuble-là, donc vous pouvez voir en tout, si on compte bien, il y a 21 jeux en tout. J'en mets pas plus parce que j'estime que si après il y en a trop, ils savent plus vraiment quoi choisir, où choisir, puis après le rangement, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc voilà, le meuble est à hauteur des élèves. Donc je vous montrerai tout à l'heure un exemple au niveau de l'emploi du temps de quand est-ce qu'ils peuvent aller récupérer un jeu. Et donc, il va y avoir un seul jeu par barquette, voilà, pour éviter donc justement d'empiler les jeux, le meuble à hauteur des élèves, et donc ils vont pouvoir ranger tout ça facilement. On peut même, par exemple, noter un élève référent, un responsable, avec un petit collier, par exemple, qui va s'assurer donc que la boîte est bien rangée. Voilà, on peut même mettre la photo avec l'ensemble du jeu, avec tout le matériel à l'intérieur, où l'enfant responsable va s'assurer du coup que le matériel est bien rangé. Voilà, je vous donne quelques exemples quand même pour les jeux individuels. Donc, il y a les Smart Games, les Logic Case, Acrobastico et les jeux de logique, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible pour les jeux seuls. Les jeux en duo, vous pouvez très bien proposer Gagne ton papa, des Memory, Puissance 4, par exemple. Et puis, les jeux à plusieurs, donc là, ça va être principalement des jeux de plateau, comme par exemple le Lynx ou voilà, d'autres types de jeux. Voilà, au niveau des jeux que je laisse, donc en général, je les laisse 1 à 2 périodes, voilà, pour éviter justement la lassitude. Quand je vois qu'un jeu fonctionne bien, je vais le laisser. Voilà, je sais que Mathieu, toi, c'est différent, tu vas les laisser à l'année. Mais moi, pour le coup, j'ai 21 jeux voilà, que je propose sur 1 à 2 périodes. Et ensuite, j'effectue un roulement. Oui, alors moi, c'est vrai que je fais quand même une sélection par période, notamment sur tout ce qui est phonologie et mathématiques. Et ensuite, par contre, ils ont accès effectivement à toute la ludothèque de ma classe qui est qui est gigantesque. Et ils ont accès pendant des temps de jeu libre. On viendra un peu plus tard dans la présentation vous montrer un petit peu ce que c'est que du temps de jeu libre. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, ils ont accès à tous les jeux toute l'année. Mais pour les ateliers jeux dirigés, c'est des sélections de jeux préétablies par période, avec des programmations. Alors, il faut savoir qu'il y a une chronologie assez spécifique à proposer aux élèves, notamment en maternelle.
Donc, il va y avoir une évolution au niveau du jeu au fil du temps. Et donc, les jeux d'exploration, les jeux de construction, les jeux symboliques ainsi que les jeux à règles. Donc, ces 4 catégories de jeux suivent une progression vraiment très importante pour justement le développement de l'enfant. Donc, au niveau des jeux d'exploration, ça commence dès l'âge de 2 ans, où l'enfant va avoir vraiment besoin d'éveiller ses sens. Il va explorer donc la matière et interagir donc avec son environnement. Donc, il faut vraiment proposer en plusieurs exemplaires de la pâte à modeler, du sable, des jeux d'eau, etc. Ensuite, il va y avoir donc les jeux de construction, donc à partir de 3 ans à peu près, où l'enfant va avoir besoin cette fois-ci de manipuler, d'assembler, de fabriquer à partir d'objets. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il va aussi construire à partir donc de ses propres choix. C'est lui qui va dire j'ai envie de construire une maison, un bonhomme, une voiture. Voilà, il va commencer à faire ses propres choix. Et il va mettre donc en place des stratégies justement pour développer ses habiletés motrices. Il va y avoir ensuite les jeux symboliques, où l'enfant est pour le coup vraiment dans l'imitation immédiate jusqu'à 3 ans. Puis ensuite, il va rentrer dans le faire semblant. Donc là, il va faire appel à des situations vécues, notamment où on va pouvoir vraiment réinvestir le langage et développer son imaginaire. Et puis, c'est ensuite à partir de 5 ans qu'il va vraiment s'engager dans les jeux de rôle de mise en scène. Donc, par exemple, jouer chez le médecin, le marchand de légumes, etc. Si vous voulez d'ailleurs ajouter des objectifs de travail, je pense notamment aux ouvrages de Maîtresse Mélanie au niveau des espaces à scénario, voilà, qui est vraiment très, très intéressant. Et puis ensuite, on va basculer cette fois-ci sur les jeux à règles. Dès qu'on a mis en place ces 3 catégories de jeux, on va pouvoir enfin mettre en place donc, des jeux à règles en classe, où l'enfant va cette fois-ci pouvoir interagir avec ses pairs. Il va apprendre à jouer donc avec les autres, à attendre son tour, adapter ses conduites sociales. Il va élaborer pour le coup des stratégies et se construire donc une culture du jeu. Et en général, les jeux à règles vont être provoqués donc, par un enjeu didactique, c'est-à-dire proposé par l'enseignant. On va vous proposer dans l'ouvrage, donc jouer en classe, plusieurs donc, jeux de construction et jeux symboliques et du coup jeux à règles. Alors, au niveau de l'emploi du temps, donc là, il s'agit de mon emploi du temps pour un triple niveau. Donc, je travaille également le mercredi matin. Tout ce que vous voyez en ligne rose, donc on ne voit pas correctement, mais vous pourrez retrouver le diaporama. Tout ce qu'il y a en ligne rose, c'est là où je propose des temps de jeu à mes élèves. Donc, avec Mathieu, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment inscrire et dédier des temps de jeu dans notre emploi du temps, parce qu'en fait, si on ne le note pas, ça passe en général à la trappe. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de le proposer forcément tous les jours. Ça peut être au départ pour se lancer 1 à 2 fois par semaine sur des temps d'autonomie, après avoir par exemple terminé un travail. Ou vous pouvez très bien le proposer aussi en séance d'APC. Voilà, mais l'enseignant doit pour le coup vraiment l'inscrire sur son emploi du temps pour éviter que ça passe à la trappe. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Mathieu. Alors si, oui, moi je fonctionne exactement pareil, même si je suis en cycle 2. Hein. C'est vrai que dans mon emploi du temps que vous retrouverez dans le jeu en classe de cycle 2, les temps de jeu sont vraiment écrits noir sur blanc et ils sont même indéboulonnables. C'est ce que je dis souvent aux parents et à tous les intervenants dans ma classe. Il peut y avoir une sortie ce jour-là, ça n'aura pas lieu ce jour-là. Je ferai la sortie un autre jour plutôt que le jour où les ateliers jeux sont prévus. Et puis, il y a quoi qu'il arrive toujours du temps de jeu libre en autonomie parce que je trouve que tout ce qui est mandala, point à relier, etc., ça n'a aucun intérêt ni pour l'enfant ni pour l'enseignant. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'être dans l'interaction avec les autres. Donc, il y a des temps de jeu libres, il y a des ateliers jeux qui sont prévus dans l'emploi du temps dirigé, il y a des ateliers jeux des fois tournants que je fais au milieu de séance. Et puis, effectivement, beaucoup de temps de jeu en APC. En APC, j'utilise quasiment que le jeu. Au niveau de la présentation justement de ces jeux-là, on a régulièrement la question. Donc moi, comment je fais? Donc justement sur ces temps où il y a les lignes roses, les jeux en individuel, je les présente en 1 pour 1 à l'enfant pour m'assurer justement qu'il ait bien compris la règle du jeu. Et pour tout ce qui va être jeu en duo ou plus de 4 joueurs,
Je vais me placer au coin regroupement. Je vais avoir donc soit toute la classe, en général, c'est des petits groupes de 10, 15. Donc, je vais installer donc, le jeu au centre du coin regroupement. Tous les élèves vont être autour de moi. Et donc, je vais un petit peu théâtraliser en fait le début du jeu, raconter une histoire vraiment pour engager l'enfant. Et ensuite, donc, je vais présenter l'ensemble du matériel. Je vais m'assurer que tout le monde ait bien compris. Et puis, on va aussi proposer donc un début de partie, voilà, un coup pour du beurre, pour voir si tout le monde a bien saisi justement comment jouer. Et puis, on pourra également proposer, donc plus tard dans la journée, par exemple à 15h, de 15h à 15h25, avec notamment les plus grands, donc je pense aux grandes sections. Je vais aller voir un petit groupe d'élèves et puis on va faire un petit débriefing de 5 minutes, notamment pour analyser le jeu, pour revenir sur le déroulement du jeu. Je vais demander à chacun s'ils ont bien compris donc, les règles. Et puis, je vais demander à certains de m'expliquer les stratégies, de partager leur expérience, etc. Donc, je sais que Mathieu, tu fais aussi ces petits temps de débriefing avec les élèves. Oui, exactement. Et c'est vraiment un temps très important parce que c'est un temps où justement on va dire attendez, on pose les choses. Là, on a été très énervé, très excité, on est super content. On a gagné ou on a perdu, peu importe. Mais en tout cas, revenir sur ce qu'on a fait, dire tiens, c'est intéressant, tu as choisi telle stratégie, tu as choisi de jouer de cette façon-là, ou tu as essayé de biaiser le jeu, des fois tu as essayé de tricher. Et c'est important de revenir même sur ces expériences-là qui peuvent être des fois malheureuses, parce que il y a tout à tirer, même d'un enfant qui triche, on va tirer une leçon, de se dire tiens, comment on pourrait faire pour modifier un peu la règle pour qu'éventuellement toute triche soit impossible, ou comment on pourrait faire pour modifier le comportement et que l'enfant comprenne que tricher n'est pas jouer, et puis que du coup, je vais perdre la confiance des gens qui m'octroient cette confiance en jouant avec moi. Donc, c'est hyper important de faire ce temps de feedback, et moi, c'est même un de mes temps préférés, avec le temps, le pur temps de jeu, mais le temps de feedback est super important et très, très sympa. Alors, au niveau de l'organisation de votre classe, donc là, il s'agit d'un plan de classe de petit, moyen, grand, mais en fonction du niveau qu'on a, c'est vrai qu'on ne va pas forcément proposer le même agencement. Voilà, ça va être vraiment différent en fonction du niveau de classe que l'on a, en fonction des besoins et puis des relations aussi de chacun. Donc, c'est vrai que là, je fais une petite parenthèse pour les élèves, notamment de petites et moyennes sections. On sait que ces enfants ont vraiment besoin de bouger, d'explorer, manipuler. Et donc, dans ces cas-là, on va vraiment proposer donc, du matériel d'exploration en plusieurs exemplaires, comme de la pâte à modeler, voilà, des jeux d'eau, des jeux de sable, des jeux de construction. Les temps de regroupement vont être assez courts et puis il va falloir au niveau de l'organisation faire en sorte d'avoir une circulation assez fluide, donc mettre peu de meubles, peu de tables, etc. Quand on a une classe de moyen grand, là c'est un petit peu plus différent puisqu'on va pouvoir mettre en place donc des espaces, des coins avec des jeux symboliques, des jeux de construction, des tables individuelles et également pour proposer donc, et stimuler les apprentissages. Et lorsqu'on a donc une classe triple niveau, donc là pour le coup c'est vraiment source de dynamisme puisque le tutorat va être possible. Les petits aiment bien imiter les grands et puis les grands aiment bien justement aider les petits. Et donc cette fois-ci, donc on va pouvoir proposer des espaces d'exploration, mais également des espaces de travail. Donc là vous avez par exemple mon plan de classe avec les différents coins. Au niveau de l'organisation donc, de ces jeux-là, donc sur les temps d'autonomie, il va falloir donc vraiment alterner les jeux calmes et les jeux bruyants. Donc, vous pouvez voir en légende que les couleurs chaudes, donc les verts et bleus, ça va être les jeux en général à deux ou tout seul. Ce sont les ateliers qui vont être plutôt calmes. Et puis ensuite, il va y avoir donc les couleurs chaudes, orangé, rose, rouge, où là, ce sont les ateliers bruyants, puisque forcément, il y a plus d'enfants. Voilà, vous pouvez voir notamment que j'ai mis pas mal d'enfants au coin regroupement, soit tout seul, soit à deux, puisqu'ils vont pouvoir jouer donc, au sol sur un tapis. Et l'adulte va donc pouvoir se placer, donc soit tourner dans la classe pour s'assurer que tout se passe bien ou pour répondre à des questions. Et puis, donc, soit l'ATSEM, soit l'enseignant va donc se placer sur les groupes des ateliers un petit peu plus bruyants.
Ce que je fais en général, c'est que je projette, ou pas forcément, un petit fond sonore assez calme, justement pour avoir une ambiance assez apaisante, voilà, une petite musique douce. Et je sais que pendant 15-20 minutes, voilà, ce temps va être dédié au jeu, mais ça doit être vraiment un temps calme pour pas que ça s'éparpille au niveau du son. Alors, le jeu libre, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Moi, je m'y suis beaucoup intéressé parce que c'est énormément pratiqué en Belgique et je travaille beaucoup avec nos amis belges. Ça a aussi été beaucoup développé par pas mal de théoriciens sur la ludopédagogie. Alors, le jeu libre, c'est quoi? C'est vraiment ne pas interagir du tout. Alors, c'est un crève-cœur pour des enseignants. C'est très difficile parce qu'on a beaucoup de mal à lâcher prise, mais c'est hyper intéressant pour l'enfant et c'est hyper intéressant pour l'enseignant aussi. Donc, les intérêts pour l'enfant, donc c'est un gain d'autonomie et de confiance en soi. Moi, grosso modo, ces temps de jeu libre, ils les ont avant chaque récréation, avant chaque pause méridienne, et même pendant des années, je le faisais même les 15 premières minutes en arrivant en classe. Donc, ils sont dans de l'apprentissage pair à pair, ils choisissent le jeu auquel ils vont jouer. Quand on est en milieu de matinée ou en fin de matinée, vous voyez, au moment où l'attention diminue fortement, bah, ça peut permettre une évasion mentale, ce que j'appelle le break du sursaut. C'est-à-dire que, bah, grosso modo, pendant 10-15 minutes, on oublie un peu tout ce qui est astreignant, le travail, ce qui est compliqué, et on va être dans du plaisir, de la motivation. Et pour l'enseignant, bah, c'est hyper enrichissant. Alors, ça peut paraître bizarre. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec des IEN qui sont venus dans ma classe observer tout ça parce qu'ils étaient hyper curieux de ça. Ils me disaient, mais vous faites rien. Et j'étais là, alors détrompez-vous, je ne fais pas rien. J'étais avec mon carnet, j'étais avec un crayon. Je notais tout ce que j'entendais, à la fois les réactions des enfants, leur gestion ou non des émotions. Des fois, je percutais, je me disais, mais en fait, cet enfant, il sait faire ça. J'ignorais complètement qu'il était capable de faire ça. Donc, ça vous permet de mieux connaître votre groupe, de connaître les interactions au niveau de votre groupe. Des fois, on passe à côté, on se dit, tiens, je pensais qu'ils étaient amis ou je pensais qu'ils se détestaient. En fait, ces enfants-là, ça matche très bien. Ça peut vous permettre de repérer des difficultés, de dire, bah, tiens, je pensais que c'était acquis, en fait, bah, on n'y est pas. Et ça peut vous permettre bah, justement d'anticiper par la suite tout ce qui est remédiation, différenciation, ce que vous allez anticiper pour vos séances suivantes, ce que vous allez faire en APC. Et moi, j'aime bien aussi profiter de ce temps-là pour lancer des nouveaux jeux. Donc des fois, je les laisse, hein, bien sûr, choisir leur jeu, etc. Et puis bah, moi, je me balade avec mon carnet, mon stylo, et je vais proposer un jeu, généralement un jeu nouveau, un jeu que j'ai pas encore présenté, etc. Je dis, bah, si ça intéresse, je prends 4 loulous avec moi, vous venez avec moi sur un îlot et je vous montre ce jeu. Et à l'issue de cette présentation, pendant ces 15 minutes de jeu libre, généralement, ils maîtrisent quand même ce jeu. Et pendant l'atelier jeu suivant, ils auront l'opportunité, s'ils le veulent, d'être maîtres du jeu sur ce jeu. Et du coup, c'est hyper valorisant pour eux parce que bah, ils se disent, on a appris nous quatre, et uniquement nous quatre, avec Monsieur Mathieu ou avec Madame Manon, un jeu et on va pouvoir essayer de l'expliquer à des copains. Voilà, donc profitez vraiment de ces temps de jeu libre. Évitez de vous faire des tonnes de photocopies qui vous font passer un temps fou devant une photocopieuse. Tout ce qui, je vous disais, hein, tout ce qui est points à relier, mandala, etc. Alors moi, j'en donne quelques-uns ponctuellement de temps en temps quand j'ai besoin de beaucoup de calme dans ma classe, par exemple pendant des évaluations. Mais sinon, la plupart du temps, c'est du jeu libre, du jeu libre, du jeu libre. Voilà. Alors, on vous a parlé donc des jeux de construction, des jeux d'exploration, des jeux symboliques. On va maintenant passer aux jeux à règles. Donc, les jeux à règles, il faut savoir que vont permettre donc de développer la socialisation et puis également donc la gestion des émotions. Donc, dans l'ouvrage, en fait, on a sélectionné 9 domaines d'apprentissage qui nous semblaient les plus importants en maternelle. Donc, on va vous présenter plusieurs fiches de jeux en lien avec le langage, construction du nom, des jeux coopératifs, des jeux d'inférence et d'observation, des jeux de mémoire, des jeux de stratégie, des jeux d'art et de graphisme, des jeux d'environnement, ainsi que des jeux sur les émotions. Donc là, on vous propose donc 2 exemples de fiches en lien avec le langage. Donc en fait, toutes nos fiches vont être proposées de la même manière, structurées de la même manière. Donc vous allez avoir tout en haut le titre du jeu, entre parenthèses la maison d'édition, juste à côté en plus petit, donc le niveau de classe auquel on peut proposer le jeu. Encore une fois, voilà, ce sont des jeux, une liste non exhaustive, hein, il en existe plein, mais on en a vraiment sélectionné certains. Vous allez avoir ensuite un petit encadré de couleurs où il va y avoir donc un lien avec les objectifs d'apprentissage et les programmes de 2025, ainsi que les compétences travaillées. Vous allez avoir aussi un petit post-it avec notre visage. Donc en général, ce sont des petites anecdotes. Voilà, sur le jeu. La difficulté du jeu, le nombre de joueurs, la durée,
le but du jeu, le déroulement, la fin de la partie, ainsi que le matériel. C'est vrai que quand on arrive dans une école, on voit plein de boîtes de jeux, on n'a pas forcément le temps de récupérer la boîte, de chercher la règle, la notice, de lire l'ensemble du document. Là, pour le coup, vous avez tout clé en main. Et voilà, je sais que Mathieu le présente, notamment lorsqu'il est inspecté, visité. Voilà, ça peut complètement être une fiche de prep, en fait. Tout à fait. Voilà. Et donc, au niveau des différents items que je vous ai énumérés tout à l'heure, des différents domaines, il va y avoir donc 6 fiches sur le langage, 8 fiches sur la construction du nombre, 8 fiches sur les jeux coopératifs, 6 fiches sur les jeux d'exploration et d'inférence, 9 fiches sur les jeux de mémoire, 8 fiches sur les jeux de stratégie, 3 fiches sur les jeux de graphisme et d'art, 8 fiches sur les jeux explorer le monde et 6 fiches sur les émotions. En tout, ça vous fait quand même 62 fiches, donc ce qui est quand même pas mal. On vous propose du coup pour planifier justement vos séances de jeu en classe en fonction du niveau que vous avez, de la toute petite section jusqu'à la grande section. On vous a donc partagé 42 jeux sur le langage et 46 jeux sur la construction du nombre. Donc, alors c'est un petit peu petit, on ne voit pas très bien, mais par exemple, en petite section, je ne sais pas quoi mettre dans mon meuble de jeux de société. Et bien justement, on vous a proposé donc plusieurs jeux sous forme de liste où donc on vous présente les compétences travaillées par jeu et donc ça vous donne voilà un exemple de par quoi je peux commencer en petite section. Encore une fois, c'est vraiment à titre indicatif et on va le proposer en fonction aussi du niveau de nos élèves. C'est vrai que si le niveau est un petit peu plus faible, par exemple en grande section, on ne va pas hésiter à récupérer des jeux de milieu de moyenne section ou fin de moyenne section pour des jeux de grande section, et à l'inverse des élèves de petite section où le langage est vraiment où l'enfant a vraiment un bagage lexical vraiment très enrichi, on ne va pas hésiter à prendre des jeux de début de moyenne section. Alors, avec l'ouvrage, vous avez aussi le jeu de plateau. Donc, alors ça, c'était très important pour moi comme pour Manon. On ne se voyait pas créer un ouvrage sur la ludopédagogie sans vous proposer un jeu qui soit fourni avec. Donc, ce jeu, il est fourni clé en main. Vous avez le plateau de jeu qui est là présent sur la gauche. Donc, c'est un plateau format A3 qui se plie en deux, qui est fait dans un carton plume. Donc, c'est assez résistant. C'est un peu comme les plateaux de jeu classiques que vous trouvez dans les jeux du commerce. Toutes les cartes sont déjà imprimées, elles sont en plus prédécoupées, donc il y a juste à les détacher, etc. Vous avez les pions, la règle du jeu. Ouais, je vois que Manon est en train d'essayer de le montrer en même temps en physique devant vous. Et donc, l'idée, c'était vraiment de vous fournir clé en main le jeu, sachant que pour ce jeu, pour qu'il soit jouable de la petite section jusqu'à la grande section, on a créé donc des cartes avec 2 niveaux. Et ça nous paraissait hyper important aussi pour faire un jeu qui puisse être joué y compris dans des cours doubles, dans des cours triples, et puis ou éventuellement, si vous souhaitiez différencier pour dire, tiens, le loulou, il a passé cette première étape, je veux lui proposer quelque chose d'un peu plus difficile, d'un peu plus complexe. Donc, vous pourrez tout à fait, pourquoi pas, même vous servir des cartes niveau 2 étoiles, y compris avec des MS ou des PS de fin d'année, si vous sentez qu'ils ont l'appétence et puis qu'ils ont les capacités de le faire. Voilà, donc vous l'aurez compris, le but du jeu, donc il y a possibilité de jouer à 5 joueurs. L'objectif, c'est d'aller tout en haut de la montagne de l'Himalaya pour atteindre le sommet. Donc les enfants vont pouvoir lancer le dé, donc c'est un octaèdre. Voilà, j'essaye de bien le prononcer. Octaèdre. Et donc les enfants vont lancer le dé, ils vont par exemple tomber sur une couleur et ils vont récupérer donc une carte de la bonne couleur. Donc vous voyez là au niveau de l'encadré, donc là j'ai pas pris forcément la bonne couleur. Tac, par exemple violet. Et donc, comme le disait Mathieu, ces cartes sont recto verso, justement, où il va y avoir donc des petits pictogrammes. Donc là, c'est le niveau 1, où l'enfant, s'il réussit donc à répondre correctement à la question, donc il va pouvoir monter de 1. Et le niveau 2, juste derrière, où il y a 2 petites étoiles, s'il réussit, il va pouvoir monter de 2.
Au niveau des consignes, donc les cartes violettes, ça va être additionner deux quantités. Les cartes rouges, montrer l'intrus. Les cartes grises, placer autant de jetons que la quantité demandée. Les cartes bleues, compter une collection. Les cartes vertes, compléter un algorithme. Les cartes jaunes, comparer des grandeurs. Et donc voilà, il y a vraiment deux niveaux de difficulté, recto et verso. En tout cas, merci à tous. Merci à tous, ouais. Et merci à tous Merci beaucoup. de votre écoute. Et puis, au plaisir d'échanger avec vous sur les réseaux et de se revoir sur d'autres événements possibles.